Je voulais déjà vous accueillir et vous remercier mille fois d'être présent aujourd'hui dans le cadre de ce projet quand même qui s'appelle le projet Jeunes en librairie et pour lequel on a bénéficié aussi d'une résidence du CNL, du Centre National du Livre. Ce projet il est encadré par l'autrice Lucie Borde qui a accompagné le travail des élèves sur le recueil des témoignages autour des chantiers navals pour essayer de ensuite avoir suffisamment de matière pour créer des restitutions de ces témoignages sous forme de journalisme littéraire. Donc travail qu'on entreprendra à partir de la semaine prochaine. On a déjà eu une première séance la semaine dernière pour préparer cet entretien. Les élèves ont déjà rencontré l'association CRCN, je ne me trompe pas. Au mois de décembre, ils nous ont fait le plaisir de nous accueillir sur le site des chantiers pour nous expliquer justement l'histoire de ces chantiers, etc. Nous, l'idée, c'était vraiment ensuite de rentrer dans la mémoire de manière un petit peu plus creusée. Voilà, donc ça va être l'objet de ce grand moment qui est important pour nous, parce que du coup, pour les élèves surtout, puisque c'est là où ils vont recueillir toute la matière qui va leur permettre ensuite de poursuivre l'écriture. Et puis enfin, on restituera ce projet le 20 mars avec un partenariat avec la librairie Charlemagne, avec une rencontre publique qui sera organisée, dont on n'a pas encore tous les détails, mais évidemment, on vous tiendra au courant. Donc je remercie la direction qui, normalement, devrait... Ah, voilà nos deux retardataires. Allez, on se dépêche, les garçons. Je remercie la direction qui a permis la réalisation de ce projet. Je remercie Valérie de Mercier, la professeure documentaliste qui a toujours été là quand il fallait, évidemment. Lucille de son engagement et de sa pertinence sur le projet. Et évidemment, tous les élèves. L'association CRCN aussi, parce que sans vous, évidemment, on n'aurait jamais pu monter chacun des témoins, donc il y a 5 témoins qui nous sont proposés par l'association, vont se présenter par rapport au poste et au métier qu'ils occupaient, etc. Donc ça c'est la première partie, donc les élèves vont prendre des notes, Lucille va éventuellement relancer, poser quelques questions pour approfondir certains points. Et puis ensuite, le deuxième temps, il va y avoir différentes tables de discussion, 5 tables de discussion, où en fait les témoins vont circuler, les élèves vont se positionner sur les tables, et les témoins vont circuler, donc les témoins du CRCN, vont circuler entre les tables, et là les élèves vont leur poser des questions un petit peu plus précises sur différents aspects qu'ils ont réfléchi la semaine dernière dans le cadre du premier atelier avec Lucie. Voilà, donc messieurs, on vous a mis 5 chaises, comme ça vous pouvez vous asseoir. Certains des chantiers et de les écouter, je l'ai fait moi à titre personnel pour nourrir ce roman. C'est la même démarche que j'ai proposé de faire aux élèves. Donc la parole que nous recueillons auprès de vous aujourd'hui, nous la croiserons avec des ouvrages que certains d'entre vous ont publiés, avec des articles de presse, avec d'autres matériaux, mais c'est un mais qui est un avertissement pour vous, mais nous nous réservons le droit d'inventer aussi, d'imaginer. Ce que je veux dire, c'est que nous n'allons pas simplement transcrire votre parole comme si nous l'enregistrions et qu'ensuite nous restions extrêmement fidèles. Comme je l'ai fait en tant que romancière, nous allons peut-être croiser vos paroles. Peut-être que l'un se reconnaîtra dans la bouche de l'autre. Peut-être que nous imaginerons des moments de nos vies, des moments hors champ dont vous ne nous avez pas parlé, mais nous les investirons. Je vous donne un exemple. Un ancien des chantiers m'avait parlé d'un collègue à lui qui n'arrivait plus à dormir. Bon, au départ, il m'a raconté ça, ça a l'air anecdotique, mais finalement, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, mais tout est là en fait. Tout est dans ce fait qu'il ne puisse plus dormir. Et j'ai commencé à imaginer ce que faisait un homme qui ne dormait plus parce qu'il avait perdu son travail ou parce qu'il avait l'impression qu'il lui fallait totalement imaginer une nouvelle vie. Et ce gars, je l'ai fait courir. J'ai imaginé que tous les soirs, il s'équipait et que la nuit, il courait. Parce qu'au moins, il voyait personne et qu'il était seul et qu'il pouvait vivre ce qu'il avait à vivre. Ce monsieur ne m'avait pas raconté ça de son collègue. C'est moi qui l'ai amené.
parce que je suis romancière et que je vais aussi dans ces endroits-là où il y a de la place pour imaginer. Je voulais que vous compreniez cette démarche parce que les élèves vont faire pareil. La parole que vous nous donnez là, vous nous la donnez et peut-être qu'on va la transformer. Mais toujours, ils le savent, et je serai là pour y veiller, et leurs professeurs aussi, bien sûr, dans le respect. Simplement, parfois, on est surpris de ce qui est déplacé de ce qu'on dit. Toujours pour faire justice au chantier et à la mémoire des chantiers. Je suis né en 1945, donc je vais faire 80 ans cette année. Je suis né à la Seine et j'ai toujours vécu à la Seine. J'ai juste chance de pouvoir, pendant la reconversion, de pouvoir rester à la Seine. Anecdote, j'ai été ici au lycée Bossier, quand il y a eu la création du lycée Bossier, on était moitié à Martigny et moitié ici, donc c'est symbolique pour nous de revenir au lycée Bossier en 3 fois. Vous voulez qu'on s'étende sur la vie familiale, sur quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Non, les élèves vont vous interroger après sur des thématiques comme votre vie familiale, la symbolique, les valeurs des chantiers. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle était votre fonction ou votre rôle au chantier. Ça sera vite fait, je vais en 2 minutes. Donc, moi, je suis rentré comme technicien de contrôle au chantier en 1971, j'ai terminé en 1989, dernier jour de la fermeture, parce que la fermeture a eu lieu en 1989, oui. En 86. Il y a eu des événements en 86. Et j'étais technicien de contrôle. Alors, technicien de contrôle, pour s'étendre sur ce que ça consiste, sachez que tout est absolument contrôlé sur un avion. Il y a des spécialités. Il y a des contrôleurs électriciens, contrôleurs piloterie, contrôleurs menuiserie. Moi, je suis contrôleur coque métallique et isolation des métalliers. Des spécialités un peu pas à part, mais qui sont des spécialités. Donc tout est absolument contrôlé et on présente le navire au gars qui l'achète, à la personne qui l'achète. C'est conforme à ce qui est prévu. Tout est détaillé, tout est classifié, le moindre boulon il doit être respecté. Et sans ça, le bateau ne part pas. Sans les procès-verbaux qui sont signés à la suite un des autres, nous étions jamais au service contrôle. Le bateau, l'armateur ne l'achète pas. Parce qu'il ne serait pas conforme, c'est comme vous achetez une maison. Hein. Vous voulez bien que. Et puis il y a les assurances, les organismes de classification qui regardent que la construction soit conforme aux plans qui ont été prévus. Je dirais 2 mots de plan parce qu'on n'a pas de dessinateur. Voilà, nous nous baladions avec des plans comme ça. Conformité au plan. Voilà, le plan. Voilà ce que c'est un plan de. Il y en avait des centaines de plans. Hein. Aussi bien, ça c'est la coque métallique, mais il y avait des plans de coque métallique, d'électricité, de tuyauterie, de menuiserie, tout est absolument dessiné. Le départ d'un navire, c'est dans les bureaux d'études. Et à partir de là, nous étions chargés de faire appliquer la réalisation aux documents par rapport au plan. Pour les mécaniciens, les copains vous parleront de leur métier, mais ils avaient des plans pour travailler. C'est l'important. Une question complémentaire, c'est comment vous vous êtes formé à ce métier? Est-ce que c'est à l'intérieur des chantiers que vous vous êtes formé ou voilà, comment ça se passait? Alors personnellement, moi c'était pas mon premier métier, je suis rentré, j'avais 24 ans, 26 ans. J'étais à pyrotechnie, hein. J'étais menuisier d'origine, et comme dans les métalliers, il y avait une isolation qui comportait beaucoup de menuiserie, donc j'avais pris cette option pour contrôler les métalliers, l'isolation des métalliers. Et après, bien sûr, on apprend. Hein. On apprend des tas de choses qu'au départ, il n'y a pas d'école pour ça. C'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école, puisque ça s'apprend beaucoup sur le tas. Donc ce sont les anciens déjà en poste qui vous apprennent le métier? Il y a ça, et cette partie-là, plus les documents qu'on lit, qu'on étudie. Le contrôleur, il est à la fois un travail de bureau, il ne produit pas. D'ailleurs, ça nous était souvent critiqué, hein, quand on venait les contrôleurs des travaux finis, on disait on n'était pas très bien vu, mais bon, il fallait que ça soit comme ça. On ne produisait pas, mais on avait un travail sur le tas, on allait dans la production, et un travail de bureau aussi pour étudier les plans, pour faire les procédures, etc. D'accord. Mais sachez que je n'étais pas le seul, mais le seul sans main. Merci. Peut-être... Oui, ben moi je m'appelle Alain Bar. Je suis rentré au chantier en 1964. Je suis né en 1949.
Donc j'ai fait, au chantier, il y avait une école d'apprentissage où on se formait la première année avec plusieurs métiers pendant des trimestres. Et puis suivant les notes que nous avions, soit on pouvait choisir, soit on nous dirigeait sur les métiers où on avait le plus de facilité. Donc moi j'ai choisi le métier d'ajusteur au début. Ensuite j'ai passé mon CAP en 1967 et je suis rentré sur les travaux. Il faut bien s'imaginer qu'en rentrant sur les travaux, en sortant de l'école pour rentrer sur les travaux, on ne savait pas beaucoup travailler. On avait beaucoup de théories, beaucoup qui nous aidaient, mais après c'est avec l'aide des anciens qu'on a vraiment appris le métier. Et ils nous ont formés au fur et à mesure. Donc je suis rentré à l'atelier mécanique en 1967. Et j'ai travaillé jusqu'en 1989, à l'époque où le chantier a fermé. Ensuite, en 1989, avec l'aide des pouvoirs publics, avec l'aide des hommes du département, on a réussi à racheter l'atelier de mécanique. Alors on l'a racheté à 20 personnes. L'atelier mécanique qui existe encore. On l'a racheté, on a été 20 personnes à le racheter et on est monté jusqu'à 50 personnes. Jusqu'en 2002. 2002, il y a un investisseur qui est venu, il nous a racheté l'atelier pour après le revendre et le démolir, le dépecer au fur et à mesure en Tunisie, en Chine, enfin un peu de partout. Donc tout le matériel a été déplacé. Alors, je ne suis pas né à la Seine, contrairement à Jean-Claude, je suis né dans la région grenobloise. Parce que mon père travaillait là-haut, et donc on est venu qu'après, en 1951. On est venu à Carqueiranne, et de Carqueiranne, mon père travaillant à la Seine, on est venu à la Seine en 1961. Votre père travaillait déjà au chantier? Non, pas du tout. Il travaillait ce qu'on appelait avant au point et chaussées. D'ailleurs, il a participé à la création de la corniche merveilleuse à la Seine en 1963. Il était un peu chef de travaux, et donc voilà. Et si je peux me permettre, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je ne sais pas si nous le savons, ce que c'est qu'un ajusteur? Un ajusteur. C'est quoi le métier? C'est quoi les gestes? Parce que les gestes, voilà. C'était de pouvoir assembler des pièces les unes aux autres pour pouvoir faire un ensemble. Alors on les ajustait principalement quand les pièces sortaient de machine, il fallait les finir pour pouvoir les assembler les unes aux autres, pour pouvoir faire des ensembles, par exemple les moteurs des bateaux, les turbines, des pompes, tout ce qu'il y avait de mécanique à l'intérieur d'un bateau. Donc vous aussi, vous travaillez avec des plans? On travaillait avec des plans, et d'ailleurs, les plans, on avait une checklist, et chaque fois qu'on assemblait un boulon, une rondelle, un ensemble, il fallait le cocher sur la checklist, de dire, voilà, ça c'est fait, et puis on mettait notre signature au bout. D'accord. Pour que le contrôleur, avec cette checklist, il venait contrôler encore si c'était effectivement bien assemblé, la bonne pièce, chaque vis et écrou était repéré. Contrairement à ce qu'on peut penser, on prend une vis, on la met, et puis... Tandis que là, c'était tout repéré. Tout repéré, parce qu'il y avait une qualité de matière, une qualité de métaux, enfin, tout était référencé. D'accord. Quel âge vous avez? Vous avez quand vous êtes rentré à l'école d'apprentissage? J'avais 14 ans. D'accord. J'avais 14 ans et je suis rentré sur les travaux à 17 ans. Ça a duré 3 ans. Ça a duré 3 ans d'apprentissage. Je suis moi aussi, disons, Seinois. D'abord, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai vécu à Tamaris. Et puis après, je suis venu sur la route de Balaguier.
Voilà. Donc, je suis né en face de la porte des chantiers, à la clinique des chantiers. Il fallait savoir une chose, c'est que le chantier avait une clinique, comme il avait une coopérative agricole ménagère, enfin voilà. Et donc, j'ai débuté ma carrière en 1961 au chantier maritime du Midi. Chantier maritime du Midi, il se situe, il reste les murs de bordure. Je ne sais pas si vous connaissez le musée de Balaguier. La Hanse de Balaguier, le musée, juste avant d'arriver, 200 mètres sur la droite, il reste encore des vestiges. Voilà. C'est là que je suis rentré pour apprendre le métier de traceur de salle. Alors, qu'est-ce que c'est le métier de traceur de salle? Voilà, d'abord, comme son nom l'indique, on travaille dans une très grande salle, on est plusieurs traceurs, par équipe de 2. Voilà. Et donc, on nous attribue une partie du bateau, du navire. Voilà. Alors, quand on reçoit les plans des bureaux d'études, qui eux sont à l'échelle, nous, le but, c'est de transcrire tout ça en vraie grandeur. Voilà. Et faire une extraction de toutes les pièces qui concernent la partie qu'on est en train de traiter. Sans oublier qu'on va faire donc des gabarits de forme, parce que par exemple, si les parties arrière, parties avant, où il y a beaucoup de tôles qui sont formées, on fait des gabarits ou des mannequins en planches de bois. C'est des planches de 4 mètres par 30 de large. On va tracer dessus, donc les courbes et tout, et on fait des calculs des développés. Voilà. Ces mannequins et, disons, ces gabarits vont descendre dans les ateliers de formage. C'est les formeurs, soit sur des machines à rouleau ou à emboutir, ou si c'est de forte épaisseur, ça va passer dans des fours. Et donc ces gabarits vont leur servir pour faire reproduire avec exactitude les formes des toiles. Voilà. Pour ce qui est des parties, disons planes, droites, on va prendre par exemple les murailles, voilà, les côtés du bateau. Là, c'est pareil, on va faire des relevés sur règle, avec des repérages, des points disons, de contrôle et tout. Voilà, on les baptise, voilà. Ça, et après, donc, on fait sur papier toutes les petites pièces. On fait l'extraction de toutes ces pièces. Alors, tout ça va descendre dans les ateliers d'usinage. Là, ils vont reproduire, ils vont tracer, donc, d'après nos dessins, les pièces, ça va transiter sur la table des chalumistes, ça va être aussi coupé, soit à la main ou alors avec les machines d'oxycoupage. Et toutes ces pièces vont transiter dans les ateliers de préfabrication. Alors là, on va commencer à donner des formes. Voilà, c'est-à-dire qu'on va préfabriquer des tronçons de bateaux, ce qu'on appelle des blocs. Voilà, alors il y a plusieurs nefs, il y a la nef lourde, justement, où on fait des gros blocs. Après, il y a la nef numéro 2, où c'était la nef des... Tu parles de ton métier d'agent. Voilà, des panneaux plans, tout ça. Bon, alors, voilà, pour être un peu plus rapide, donc, un peu plus tard, j'aspirais à avoir des fonctions, voilà, je voulais avoir disons, des responsabilités, et j'ai fait un stage pour être agent de maîtrise. Voilà, agent de maîtrise, dans un premier temps, chef d'équipe, et un peu plus tard, être contremaître. Et donc, j'avais choisi, enfin, je m'étais proposé d'aller au montage des coques. Voilà, je voulais directement être à la production, au montage des bateaux. Voilà. Parce que c'est quoi un agent de maîtrise? Alors, un agent de maîtrise, c'est un responsable. Il a, donc, sous ses ordres, bon, par exemple, le contremaître, il va être secondé par un chef d'équipe, et il va avoir un certain nombre d'ouvriers qui vont évoluer en fonction de l'avancement du bateau. C'est-à-dire, il faut savoir une chose, c'est qu'au départ, il y a une pyramide. Voilà, on va avoir un ingénieur, l'ingénieur chargé, qui lui va, disons, du début jusqu'à la livraison du bateau, il va suivre tous les travaux, aussi bien du montage de la coque et aussi bien de l'armement, des essais et la livraison. Ok? Bon, donc, c'était ingénieur avec le chef d'atelier et le chef de bord. Le chef de bord qui choisit, généralement, c'est, comment on appelle, un chef contremaître. Il va voir tout le bateau. Après,
il procède, donc l'ingénieur avec le chef d'atelier et le chef de bord, il procède à un découpage du bateau. C'est-à-dire qu'ils attribuent des parties de bateau à un contremaître qui est secondé par les chefs d'équipe. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un méthanier, pour être plus simple pour vous expliquer, un méthanier qui a 5 cuves. Il va avoir une première, c'est un découpage de zones, ce qu'on appelle. Alors, dans la charpente intérieure, avec la cuve 5, ça va faire une zone. Une deuxième zone, ça va être, par exemple, la cuve 4 et la cuve 3. Et puis après, la dernière zone, on va associer là. Donc, la cuve 2 avec la cuve 1 et l'étrave, l'extrêmement. OK? Et là, il y a des responsables. Alors, Et ça, c'est l'agent de maîtrise, le responsable de la zone? oui, le responsable de la zone, c'est le contremaître, épaulé par un chef d'équipe. Et au fur et à mesure, donc, le bateau avance, le montage, on pose les blocs, on les ajuste et tout. On renforce, on a, disons, un effectif évolutif de charpentier taulier. Non, mais moi, Voilà. je m'appelle Roger Vincent. Alors, moi, je suis rentré au chantier, je ne suis pas de la Seine, mais enfin, ça fait Dommage. plus de 45 ans que je suis de la Seine. Donc, moi, je suis rentré à l'apprentissage à l'âge de 15 ans, comme Alain, mais en 1972. Donc, je suis le plus jeune, hein, voilà, on le dit. Je l'ai très bien. Donc, moi, j'ai fait 3 ans d'apprentissage, et bon, je vais pas reprendre ce que disait Alain. Moi, j'ai choisi le métier de chaudronnier tuyauteur. Alors, la chaudronnerie, ça ne me plaisait pas trop, donc j'ai pris le métier de tuyauteur. Alors, tuyauteur, il faut bien savoir, C'est quoi chaudronnier? chaudronnier, c'est la tôle, la petite tôle. Ça n'a rien à voir avec le montage de coque. Il y avait la PTS, la petite tôlerie serrurerie. Chaudronnerie, c'est faire des pièces avec des tôles, emboutir de la tôle, voilà. Bon, après, il y avait l'assemblage paragraphe, les rivets, tout ça, mais ça, bon, moi, j'ai pas fait plus ça. J'ai fait tuyauteur. Alors, tuyauteur, j'ai eu la chance. J'ai pu travailler à l'atelier, c'est-à-dire, je reviens à l'atelier, on nous donnait des plans, on confectionnait les tuyaux. Savoir qu'en tuyauterie, comme je dis, il y a autant de tuyaux que de mètres de câbles électriques. Hein. Il y en a de partout, du petit de 10 au gros de la machine. Donc, il y a tous les diamètres. Donc, moi, j'étais à l'atelier. Et de temps en temps, il m'est arrivé 2-3 fois, même plus, de partir travailler à bord. Et à bord, on reprenait les tuyaux qui étaient faits à l'atelier pour les monter. Il faut savoir que, comme disait Guy et comme disait Jean-Claude, il y avait une coordination. C'est-à-dire que quand on montait des blocs, des fois on partait à bord parce qu'il fallait mettre les tuyaux avant d'assembler un autre bloc, parce qu'après c'était inaccessible. Donc toute cette cohésion. Donc moi j'ai fait le tuyauteur. Bon, tuyauterie, hein, c'est simple, on avait un tuyau droit, on avait des plans, on s'est entré à la machine, soit à chaud, on les remplissait de sable, mais ça c'est la technique. Pour en revenir à la fin du chantier, bon, en 86 j'ai craqué, je suis parti. Voilà. J'ai quitté les chantiers en 86 quand j'étais prévu pour entrer à l'Arsenal, d'ailleurs ce que j'ai pas fait. Bon après j'ai eu on va y revenir plus tard, Oui, dessus. ça vous Voilà. pourrez en parler. Donc ça voilà, nous j'ai intéresse. mais pour moi, le chantier, moi je suis natif de hier, et mes parents étaient agriculteurs. Ça n'avait rien à voir avec le chantier, même là, le chantier, je ne connaissais même pas. Et je vous avoue que le premier jour que je suis arrivé en septembre 72, que les portes se sont ouvertes, qu'on était avec des copains que je ne connaissais pas, les jeunes apprentis qui arrivaient, quand je me suis retrouvé là-dedans, je vous dis franchement, le midi, je voulais prendre, à l'époque, il y avait les carrés étoiles, c'est une anecdote, hein, une anecdote. Il y avait les carrés étoiles à l'époque, c'était les bus, hein, comme le réseau Mistral. Hein. Je voulais prendre le bus, repartir chez moi, j'ai dit, je ne rentre pas là-dedans. Et finalement, je dis une chose, on en reviendra tout à l'heure, ça a été l'école pour moi, ça a été l'école de la vie, pour adolescents, de travailler avec des gens plus âgés, des tranches d'âge, et à l'époque, ils partaient presque à 66, 67 ans à l'époque. Les vieux, ils étaient carbonisés, et nous, on arrivait à 17 ans, 18 ans là-dedans. Alors, on voyait un peu le contraste qu'il y a entre les générations. Voilà, voilà pour ma part. Merci. Allez, Trinel Jean-Luc, j'ai 76 ans, et je viens du Nord. Vous avez un drôle d'accent. Vous avez un drôle d'accent, il faut dire. J'ai commencé à travailler
à l'âge de 15 ans dans un grand garage. Et j'ai suivi, comme à l'époque, j'étais apprenti, et le soir, je faisais les cours du soir de 3 ans pour être ajusteur. Donc, à partir de là, j'ai évolué comme ouvrier métallurgiste, après, dans plusieurs usines, comme McCormick, qui est une entreprise, une grande entreprise qui existe toujours, américaine, qui faisait les tracteurs et les engins de terrassement. Et ensuite, Benotto, grosse entreprise aussi métallurgique qui a fait la réhabilitation des monuments du Nil, comme le temple par rapport au barrage d'Assouan. Et ensuite, j'ai passé des concours pour rentrer à la SNCF. Je me marie et je viens en vacances à la Seine, pas de chance. Donc c'était la période des années 70 où les chantiers avaient conclu avec Gaz de France leur montage de bateaux pour transporter le gaz. Et évidemment, les chantiers embauchés. Je suis rentré au chantier avec un diplôme et pris P1 comme ajusteur. Ah, et nous, l'ajustage, je rappelle aussi. Ça veut dire quoi, P1? P1, c'est première catégorie. P1 en vérité, ouvrier professionnel, catégorie 1. Je rappelle que l'ajustage, l'école nous apprenait à remplacer n'importe qui dans une machine qui travaille à la pièce. Toujours à liseuse, fraiseuse, étoilimeur, des trucs comme ça. Et donc j'ai eu la chance de suite de partir aux essais, qui était chaque fin de bateau, j'ai été choisi pour aller aux essais, et effectivement, comme nous sommes tombés en panne, on gagnait beaucoup d'argent. On est resté 8 jours en mer, et je me souviens, la première paye a été... J'ai tout, quand la SNCF m'a convoqué pour entrer à l'école de conduite et machin, j'ai tout renvoyé. Et je ne suis pas à la grande école de la SNCF, c'était Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. Donc après, j'ai fait ma carrière, toute ma carrière de monteur machine, parce que je n'étais pas attitré à l'atelier comme Bar a été. Le bord consistait à monter les engins, les propulsifs et tout ce qui accompagne au niveau mécanique et autres pour qu'un bateau marche et navigue. Voilà. Précise quand même que tu avais une fonction aussi syndicale importante. Et oui, j'ai eu des fonctions syndicales importantes pour créer un syndicat. Alors, je rappelle qu'à l'époque, quand même, quand je suis rentré, on était encore attitré avec des anciens. Ce qui fait que j'ai pu travailler au câblier, parce que nous avions l'entretien des bateaux câbliers à l'époque. Les deux bateaux qui ont disparu dans les incendies il y a quelques années. L'Ampère et l'autre, je ne sais plus. L'Alsace. Et quand vous, Voilà, l'Alsace. quand vous dites créer un syndicat, ça veut dire qu'il n'y en avait pas? Une cellule. Ah oui. Une cellule. Non, mais je suis rentré à la période après 68. 68 a reconnu la section syndicale et a permis aussi d'ouvrir un champ de, par exemple, les ateliers, les délégués, qui ont été importants, les comités d'entreprise. Et ensuite est venue aussi la loi Auroux, en 81, qui a permis aussi, malheureusement avec, dans des conditions plus difficiles, d'élargir aussi la gestion aux travailleurs pour accéder à des responsabilités comme les conseils d'administration parisiens du groupe Yerlik. D'accord. Chaque atelier, si vous voulez, avait sa section syndicale. C'est la Avec ses reconnaissance de la délégués, section syndicale. après il y avait un comité d'entreprise et il y avait des réunions, voilà. Mais il faut savoir que chaque atelier avait principalement sa section syndicale. C'est ce qui Tu es responsable de la section syndicale du service contrôle, par exemple. J'ai oublié un mot sur la hiérarchie. Alors, il y avait deux manœuvres, OP1, ouvrier professionnel 1, OP2, OP3, OPHQ. Après, ça s'arrêtait au niveau de la classe des ouvriers, on va dire. On passait dans les agents de maîtrise. Alors, il y avait chef d'équipe, contremaître, chef contremaître, je parle souvent pour des copains, chef d'atelier, les ingénieurs. Et après, il y avait les techniciens aussi, qui
faisais partie de ce. D'ailleurs, ça s'appelait. Il y avait deux syndicats là. Il y avait le syndicat des ouvriers, le syndicat des agents de maîtrise, techniciens, employés et cadres, parce qu'il y avait des femmes aussi, il y avait des employés. Restait hiérarchisé. Pour vous situer, quand même, on était 7000 du chantier dans les années 75. Et il y avait 3000 entreprises. Hein. Donc, ça se gère, ça. Hein. Pas 3000 Ça se gère entreprises. pas comme Et dans chaque catégorie, il y avait 3 échelons. Il y avait A, des B, entre et C. ABC. A, B, C. Il y avait. Donc, c'est P1, avant de P2, passer de P2. catégorie, on ne passait pas du Exact. P1 au P2. Voilà. Voilà. Il y avait 3 catégories, il y avait des commissions Il y avait des paliers paritaires. en tout. Les échelons, ils sont venus plus tard. Qui passait en Ouais, faisant parce des- que au début, on faisait passer comme ça. Moi, j'ai fait Ah, du oui, syndicat. Alors, Il y avait plus de C. Alors, justement, à la fois... recadre-nous. Ouais, mais L'entreprise, tout le monde. Il y avait pas Tu faire ne un- avait- pas il y avec tout avait- le monde. Tu ne pouvais pas plaire à tout le monde et tout le monde ne pouvait pas te plaire. Ça, c'est sûr. Il y avait des tiraillements, surtout au moment des promotions. Ah, ouais. C'est Commission ce que- paritaire. voilà, parce Moment des que promotions. vous parliez de tous ces échelons à gravir, etc. Je me doute que, voilà... ça Il y avait des tiraillements à ce moment-là. C'était indéniable, comme partout. Par contre, dans les moments de travail journalier, il y avait une aide extraordinaire. Solidarité. De solidarité. Il y avait quelqu'un qui était en difficulté, il y avait une personne qui venait l'aider. Il y avait une grosse solidarité. D'accord. Par contre, comme je vous disais, au moment des promotions, au moment pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi ci, pourquoi là, il y avait des tiraillements. D'accord. Il y avait, à propos des promotions, il y avait les OSE1, OSE2, Je les ai oubliés. c'est pas OP1, OP2, OP3. Il y en avait beaucoup. Ensuite, il y avait... Technicien atelier. Au PHQ. non, avant le PHQ, il y avait le maître ouvrier. Il y avait le maître ouvrier qui après est devenu l'OPHQ, l'ouvrier professionnel hautement qualifié. Alors, du coup, il y avait un complément. Ouais, moi, quand je suis rentré au chantier, je venais déjà de grosses usines. Et effectivement, il y avait quelque chose de particulier dans le chantier. C'était cette ambiance entre les ouvriers, qu'on ne retrouve pas de partout. Dans des grandes usines, comme j'avais travaillé en métallurgie, c'était très scindé. Il y avait une osmose aussi, une solidarité des ouvriers. Mais au chantier, il y avait quelque chose d'autre, qui est dû certainement à son passé, de mélange aussi d'ouvriers, parce que moi c'était des usines, une qui a commencé à s'installer pour remplacer la fermeture des mines, hein. Et par contre, il y avait certes, pour moi, à mon avis, une grande spécialité, un grand savoir-faire au chantier. Ce qu'on ne retrouvait pas pour travailler. Je pense qu'il y avait un manque d'investissement criant au niveau de moyens, comme les appareils de levage, et qui est venu après, tant qu'on a concrétisé le marché des métalliers. Là, il y a eu un réel investissement qui a profité à l'entreprise par rapport au cuve, par exemple, où on avait un savoir-faire, où il y avait eu un travail de fait pour assurer la sécurité des ouvriers, et qui a été bénéfique parce que ça a été vendu aux Japonais. Il y a deux mots, Voilà. il y a deux mots qui m'intéressent. Donc, ce qui faisait l'ambiance particulière des chantiers, c'est Oui, un peu l'histoire, sale, un peu lorsque tu as eu difficile. son histoire. Des endroits où, Dévalorisé. voilà, et qu'ils étaient exposés aux poussières, aux trucs comme ça. C'était beaucoup des gens, des Africains, des gens comme ça. Guinée-Bissau. Des gens du Non, non, Maghreb. Oui, ils étaient spécialisés. Voilà, il y avait des métiers. D'abord, c'était dangereux le chantier. Moi, je suis resté donc 18 ans, il y a eu 13 morts. Hein. Ouais. Sans compter les accidents multiples, nombreux, les coupures, les cassures, les ceci, les cela. C'est dangereux. Et particulièrement à bord, parce qu'on travaille un dessus l'autre, et il y a des choses qui tombent, il y a des cas qui sont tombés, il y a des gars qui sont fait écraser, il y a eu des électrocutés. Par contre, toute la partie dégueulasse, je dirais peinture, parce qu'il y a une partie peinture, qui est très importante pour la construction, pour la vie d'un navire. Ça conditionne la vie d'un navire. Si la peinture n'est pas bonne, le navire, il ne va pas durer longtemps. Hein. Le dernier navire que nous avons fait, c'est le 1444e. Il est encore en navigation maintenant, 35 ans après, la Somme. Vous pouvez aller le voir, la Marine nationale l'a prolongé de 3 ans. C'est dire la qualité du travail que nous faisons. Nous n'avons pas fait le Titanic, hein. Il n'a pas été à couler. Hein.
tout ce que nous avons fait, c'était des produits excellents. Et en fermant le chantier, on a perdu des savoir-faire très importants pour y revenir plus longuement. Je voulais simplement dire que donc, il y avait des métiers très durs. Et il y a eu un fléau, et qui nous touche encore tous, c'est l'amiante. L'amiante, il y en avait absolument de partout. Je ne sais pas si vous connaissez l'amiante, mais c'est un isolant pour protéger de la chaleur, pour maintenir en chaleur. Mais attendez, parce que moi, ce qui m'intéresse du coup, c'est les gens qui faisaient ces travaux dégueulasses. Je reprends Oui. votre terme. Donc, c'était des gens qui étaient immigrés, qui Absolument. venaient Voilà. faire ces travaux, Il y avait très peu de gens et du qui eux n'étaient chantier. pas C'était des qualifiés. C'était une entreprise, c'était la SAMIC pour parler. Pour cette entreprise Les de marchands carré, d'hommes. C'était la SAMIC. Et les Africains, ils ne restaient pas C'était longtemps. des Hein. marchands d'hommes. C'était des marchands d'hommes. Ils faisaient 6 mois, puis ils partaient. Donc, ils ne s'installaient pas à la Seine. Si, ils étaient là. Mais l'entreprise je- était oui, là. oui, ils avaient leur Ah, mais société. les gens, non. Hein. Il faut savoir Ouais. que dans les années 72, 73, moi quand je suis rentré, il y avait un tableau à la porte qui existe toujours, et il y avait des recrutements qui se faisaient à la porte. C'est-à-dire une corporation, il fallait des tauliers, mais toi, ça marchait comme moi. Pied levé. Il marchait comme ça. Il me faut 10 tauliers, voilà, toi, vous voyez, c'est des trucs que tu te dis, Et- quand même, Et alors, du coup, solidarité, mélange des ouvriers, tout ça, ceux-là, vous les intégriez, Oui, ceux qui bien faisaient sûr, les bien dégueulasses, sûr. là On s'est battu parce qu'il y avait En ce qui concerne la SAMIC, dans la construction navale, effectivement, il n'y avait pas beaucoup à l'époque d'étrangers. La SAMIC était une antenne, un satellite de la direction des chantiers. Avec un président. Je rappelle, on a mené un grand mouvement d'action à l'époque pour les conditions de travail et le respect aussi de certaines choses, de sécurité, tout ça. C'était à l'époque, ça tombait à l'époque où on a défendu les OS en France, qui étaient généralement des Ouais, gens ça qui veut sont dire venus- ouvriers spécialisés. les ouvriers spécialisés étrangers, qui ont remplacé, qui travaillaient à la chaîne, comme chez Renault, qui travaillaient dans d'autres organismes, comme au chantier, mais c'était petit au chantier. On n'avait pas d'émigrés qui faisaient la soudure ou la tuyauterie ou ça. Elle consistait à faire ça. Des gens qui se sont Ah ouais. petit à petit installés à la Seine et qui faisaient petit à partie de la petit. famille des chantiers pour vous. Comment? Ils faisaient On les partie. considérait pareil. Ah oui. Ils n'avaient pas les mêmes Téléphone avantages. pareil. Hein. Ils n'avaient pas les mêmes avantages. Oui, oui, Pas le oui, oui. comité d'entreprise, ils n'avaient pas Ah les ouais. mêmes avantages que nous. Hein. Ils, Ça ont n'est eu- rien. C'était ils, une ont- c'était une ils avaient un entreprise privée. syndicat dont le père Beaugéron, le fils, a fait les dessins qu'on connaît et qui Ceux-là. ont été Voilà. récompensés au Beaugéron. niveau national. Voilà. Le seul ouvrier. C'est son fils et son père qui étaient délégués à la fait la syndic. classe ouvrière qui a été exposée à la Sorbonne. Ouais. Je peux vous donner un exemple de solidarité. Par exemple, quand on avait malheureusement les accidents mortels au montage coque, de suite, il y avait une mobilisation, on faisait, comment on appelle, on faisait une collecte. de collecte. Voilà, une collecte pour que la veuve, elle puisse déjà subvenir au départ, voilà, s'il y avait des enfants et tout, pour l'aider. quoi. Et en plus, Voilà. vous pouvez l'embaucher. Et en plus de ça, disons, ça c'était la politique de la direction, c'est que ces personnes-là, s'ils n'avaient pas d'emploi, les sœurs qui se retrouvaient démunies, voilà, il n'y avait plus le mari, ils étaient systématiquement embauchés dans l'atelier de réparation des vêtements, des grises qu'on appelait, des vêtements de travail. Ils mettaient dans les ateliers de couture. Voilà. D'accord. Ça fait partie de la solidarité. Juste une dernière question, puis après on se répartira. C'était, pour vous, c'était un univers masculin, les chantiers? Oui. Exclusivement Ah oui. masculin quand même. Oui. Les femmes, elles Il étaient, y elles avait étaient dans les Dans bureaux. les bureaux. Alors à l'époque, Voilà. on parle. Hein. Parce que toujours sur le chantier a 150 ans d'histoire. Hein. Pendant la guerre de 14-18, par contre, il y avait beaucoup plus de femmes qui travaillaient au chantier, Bien sûr. puisque les hommes ils étaient à la guerre. Mais à notre époque, en gros, il y avait 400 femmes qui étaient essentiellement dans les bureaux, dans les services achats, toutes les comptabilités, les secrétariats, tout ça. Et le reste, donc, vous comptez, c'était dans la tôle, sur les travaux, il y avait quasiment que des hommes. Nous, à l'atelier mécanique, nous étions 450 ouvriers. Moi, j'ai connu, je vais dire, 5 femmes. Il y en avait 3 dans les bureaux, et il y en avait, c'était les derniers. Parce qu'à la mécanique, tout à l'heure, je disais qu'on faisait l'assemblée des machines.
on a fabriqué des pièces de 8 grammes à 50 tonnes. Vous voyez l'éventail. Alors ces petites pièces que l'on faisait, c'était surtout les femmes, parce qu'elles avaient des doigts fins, parce que... mais moi j'ai connu ça à la fin, disons. Après elles sont parties et voilà. D'accord. Vous voyez les maquettes du chantier, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Il y avait le bâtiment tout le long où il y avait les bureaux, l'école d'apprentissage était dans un secteur. Donc moi, c'est ce que je votais, c'est que ce premier jour, j'ai dit, mais jamais je vais faire ça. Personnellement, je ne me voyais pas faire ma carrière dans le secteur. Première question. Quel est votre ressenti lorsqu'on vous a annoncé que vous étiez licencié et la fin des chantiers d'avant? Voilà, alors il faut dire que la fermeture, ça durait 12 ans. Ok. Voilà. Et il y avait la Marseillaise. Pas la Marseillaise, excusez-moi, le petit Varrois. Le petit Varrois. Je crois que je le contrôle. Le petit Varrois qui est devenu la Marseillaise, qui existe encore, et le gars il est là. Et lui, alors c'était vraiment le journal de gauche qui nous soutenait, qui prenait en compte de l'organisation. Donc moi, tous les matins, j'achetais le journal, j'achetais le petit Varrois. L'ensemble de gens, les 20 personnes qui avons créé la CPM, on était tous issus de l'atelier mécanique. Particulièrement, il y avait des gens comme les touristes, comme notre copain aussi, dont son père conduisait le laborieux. Et il y avait dans les bureaux d'études aussi des Italiens qui étaient venus à l'époque qui avaient fait le fascisme italien. Donc ils sont Ok.